Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Le handicap visuel n'est pas une fatalité. Nous vous emmenons à la découverte d'un couple de malvoyants qui vit avec son handicap. Le poisson fumé est très apprécié pour sa saveur, si bien que de nombreux consommateurs en raffolent. Malheureusement, les conditions de fumage posent parfois un problème de santé. Et puis on aborde également dans ce journal la question de la piraterie des œuvres littéraires, en quoi cela consiste et comment y mettre définitivement fin. On en parle. Ce 4 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Cette journée est célébrée chaque année le premier lundi d'octobre. L'objectif est de réfléchir à l'état des établissements humains et aux droits des personnes à un logement suffisant. Elle vise également à inciter tous les gouvernements et les autres parties prenantes à partager les meilleures pratiques et actions pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Cela inclut les actions à faire progresser le nouvel agenda urbain et les dimensions urbaines des objectifs de développement durable. Le thème de la Journée mondiale de l'habitat 2021 est lié au changement climatique et à l'action en faveur du climat, à la reprise post-Covid-19 et à l'importance de villes plus vertes et plus résistantes aux futures pandémies potentielles. Ce premier lundi du mois d'octobre, c'est également la Journée mondiale de l'architecture. Elle est créée en 1985 dans le but de reconnaître le travail accompli par les architectes et à célébrer les grandes œuvres architecturales mondiales. Concevoir l'avenir de l'habitat humain, c'est le thème retenu par l'Union internationale des architectes pour 2021. Les enjeux sont de taille et la réflexion autour de la ville du futur agite aussi bien les institutionnels que toutes sortes de think tanks, sans oublier les marchands du temple qui comptent sur l'événement pour vendre le service. Au Bénin, si la société considère parfois les personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il y en a qui prouvent le contraire et mènent des activités génératrices de revenus. Une de nos équipes de reportage a fait une incursion dans la vie d'un couple non-voyant. Les précisions dans ce reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loco est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant, voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loco Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap?
C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ces sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. » Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Intéressons-nous maintenant au poisson fumé, très apprécié pour sa saveur. Sa consommation est ancrée dans les habitudes, mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Et une réalité qu'aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'y adonnent semblent ignorer. Plus de détails dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs.
Les animaux sont à l'honneur. Ce lundi 4 octobre, l'initiative a été introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux. Le statut de l'animal a beaucoup varié selon les époques, les pays, le droit coutumier et les espèces considérées. Le fondateur de l'ordre des franciscains et saint patron des animaux considère en effet les animaux comme des créations vivantes de Dieu, les élevant au rang de frères de l'homme. Le bien-être animal et les droits des animaux et la protection des animaux sont des préoccupations croissantes dans de nombreux pays. Quand on évoque la piraterie, on pense souvent aux œuvres discographiques. Pourtant, d'autres œuvres de l'esprit sont piratées au vu et au su de tous. La piraterie du livre, voilà ce que dénonce dans l'élément que vous allez suivre, Rapi Goudou, ce gestionnaire de patrimoine culturel, décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existent et propose des pistes de solutions pour en finir définitivement. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance. Et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc, de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.